Chers collègues, vous avez deux rapports qui nous sont présentés, compte public et thématique jeunesse. Et même si vous êtes surtout concentrés sur le deuxième, je réagirai aux deux. Une année noire pour les finances publiques, c'est en ces termes que la Cour des comptes qualifie l'année 2023. On connaît pourtant son sens de la retenue. Dans son rapport sur la situation des finances publiques publié en février 2025, elle ne tait aucune alarme et parle à la fois pour 2023 et 2024 d'une dérive inédite et pour 2025 d'une année déterminante. Commençons donc par la dérive inédite. La situation est aujourd'hui connue puisque les travaux de la commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider se concluent en ce début de printemps. Je rappellerai toutefois les chiffres. Les comptes du pays ont été dégradés de plusieurs dizaines de milliards en l'espace de seulement 2 ans. 1,6 point de PIB de dérapage, près de 50 milliards d'euros, ce qui n'était jamais arrivé hors période de crise. Comment sommes-nous arrivés là? La Cour des comptes dresse un bilan que le rapport de la commission d'enquête que je viens de citer enrichira certainement. Mais l'explication principale, pour moi, est l'aveuglement des gouvernements successifs qui ont refusé de voir l'enlisement économique et la dégradation des conditions de vie causées par leur politique économique. Un échec qui le signe que les cadeaux fiscaux plus riches depuis 2017 ne ruissellent pas sur l'économie. La politique de l'offre et de la compétitivité n'a donc pas fonctionné. Il est de bonne démocratie d'admettre des échecs, même successifs, car si un dirigeant s'obstine à imposer une politique infructueuse, il quitte la réalité matérielle. Et face à l'échec, on doit donc s'interroger. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été mal fait? Il y a d'abord les baisses d'impôts non compensées. La Cour des comptes écrit clairement que, je cite, « le dérapage du déficit révèle le plein effet de la poursuite jusqu'en 2023 de baisse de prélèvements obligatoires non financés ». Elle confirme ainsi que lorsque les gouvernements successifs ont baissé de manière massive les impôts des ultra-riches et des très grandes entreprises, cela n'a pas été sans conséquence. Quand on arrête de faire entrer de l'argent, cela crée évidemment un trou dans la caisse. Quels objectifs sous-tendaient ces baisses d'impôts? La croissance, l'emploi, la réindustrialisation. Autant de mirages évaporés à l'horizon. Car selon la Cour des comptes, l'échec économique de 2023, auquel s'ajoute une croissance en 2024 qui s'est révélée en dessous des attentes, à laquelle s'ajoute la hausse du chômage, eh bien tous ces éléments expliquent la majorité du dérapage, soit 1,1 point sur le total de 1,6, qui, je le rappelle, représente 50 milliards d'euros. Car encore faut-il rappeler aux derniers affranchis des réalités matérielles que sur le terrain de l'industrie, lorsque la part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié privé total recule de 16,4% à 15,5% entre 2018 et 2024 selon l'INSEE, alors on ne peut pas dire qu'on réindustrialise le pays. Dans un rapport rendu public en novembre dernier, la Cour des comptes concluait d'ailleurs à des résultats qu'elle juge elle-même fragiles et des plans de soutien dont l'efficacité est inégale. Sur le terrain de l'emploi, lorsqu'on crée des postes d'apprentis et que l'on favorise et brandit le statut d'auto-entrepreneur qui n'est qu'un masque de la précarité et souvent celui du travail à la tâche, alors on ne crée pas de bons emplois stables et rémunérateurs. Selon le FCE, l'apprentissage explique 38% des créations d'emplois salariés marchands sur la période 2018-2023, auxquels s'ajoutent 700 000 nouveaux auto-entrepreneurs selon l'URSSAF. Et l'INSEE rappelle que parmi les personnes en emploi, les travailleurs indépendants sont les plus touchés par la pauvreté, 18,3%. Et en plus, on cherche désormais à les assujettir encore davantage à la TVA. Sur le terrain de l'investissement, lorsque sur la même période de 2017 à 2023, la part de l'investissement des entreprises recule dans l'investissement total, en passant de 56 à 54,2%, alors on ne peut pas dire que l'on attire les investisseurs internationaux. Lorsque les projets financés par des IDE créent en moyenne seulement 35 emplois par projet en France, alors que c'est 49 en Allemagne, 61 au Royaume-Uni, 299 en Espagne, alors on ne peut pas dire qu'on crée de l'emploi grâce aux investisseurs internationaux. Je cite ici les propres données du gouvernement publiées sur le site Vie publique. Dans la seconde partie de son rapport, la Cour pointe 2025 comme une année, je cite, déterminante. Un des principaux constats de la Cour est, je la cite, que la hausse des impôts est présentée par le gouvernement comme temporaire, ce qui reporte sur les années suivantes l'effort de redressement des financements publics. Ce que la Cour des comptes nous dit est simple. Le gouvernement n'apporte aucune solution soutenable. Pourtant, la solution est connue.
Vu les montants en jeu, il n'y a qu'une solution acceptable, faire contribuer celles et ceux qui ont le devoir civique de payer un minimum d'impôts. Je rappelle que c'est l'équivalent de 60 milliards de perdus par an depuis 2023. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire européen des inégalités, l'introduction en France d'une taxe Zuckman sur le patrimoine rapporterait de 19,4 milliards d'euros à 34,8 milliards d'euros en fonction du taux retenu. Or, notre Chambre a voté pour cet impôt en adoptant le texte de notre collègue Eva Sas et de Clémentine Autain. Gabriel Zuckman illustre assez limpidement le sens d'une telle mesure. Il s'agit de faire en sorte que les millionnaires ne paient proportionnellement pas moins d'impôts que leurs secrétaires. Une année noire, une dérive inédite, puis enfin une année déterminante. Tout cela sans que l'on sache exactement combien de milliards d'euros seront dépensés dans l'armement au lieu d'être investis dans la lutte contre le dérèglement climatique. J'ai assisté la semaine dernière en tant que président de la Commission des finances à un grand sommet du ministère de l'économie sur la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire le secteur de l'armement français. Chers collègues, les accords de Paris ont 10 ans et jamais on n'a vu un sommet au ministère de l'économie sur ce qui serait une base industrielle et technologique en faveur du climat. Or, si l'exécutif engage la France dans une véritable économie de guerre, fort heureusement, ce n'est encore que des mots, puisque le montant des dépenses militaires envisagées par le gouvernement en 2030 pourrait être de 70 milliards au lieu des 67 milliards envisagés par la loi de programmation militaire. Mais si c'était le cas, alors nous perdrions mécaniquement la bataille du climat. Ce qui est certain, c'est que le conclave sur les retraites, dont personne n'a sincèrement cru qu'il n'était pas une farce, a été avorté après plusieurs jours d'une petite musique qui demandait s'il fallait choisir entre les chars et les pensions, alors même qu'on ignore encore combien de chars, mais que l'on sait déjà fort bien que pour financer l'abrogation des 64 ans, il suffit d'augmenter les cotisations de seulement 0,15 points par an pendant 7 ans. La hausse des dépenses militaires sert donc plus de prétexte à des attaques contre le modèle social. Ce qui est certain, c'est qu'après 2023 et 2024, le dérapage se poursuivra en 2025, peut-être en pire, puisque la croissance sombre et fausse du coup déjà les estimations qui datent seulement d'il y a un mois. Ce ne sera pas 1,1%, on savait que c'était irréaliste, ni même 0,9%, mais seulement 0,7% selon les derniers chiffres de la Banque de France, soit encore la moitié de ce que le gouvernement annonçait officiellement. Or, tous ces échecs et ces abus concernent au premier chef la jeunesse, qui fait l'objet du second rapport qui nous occupe aujourd'hui sur les politiques publiques en faveur des jeunes. Ce second rapport de la Cour des comptes demeure modéré. Il formule essentiellement des recommandations appelant à l'évaluation des dispositifs, l'amélioration de leur articulation. Ce rapport ne remet que marginalement en cause la politique du gouvernement successif visant la jeunesse. On peut toutefois relever quelques points. En matière éducative, le système Parcoursup est un symbole fort du macronisme, de la mise en concurrence et de l'opacité au service du creusement des inégalités chez les jeunes. Or, la Cour, dans toute sa mesure, relève pourtant bien, et je la cite, que l'absence de transparence des critères de décision retenus par les établissements d'enseignement supérieur constitue cependant une caractéristique de Parcoursup par rapport aux plateformes comparables d'autres pays. N'oublions pas que selon un sondage Harris Interactive de juillet 2021, 76% des Français sont favorables au rétablissement du libre choix de la filière d'inscription à l'université en supprimant Parcoursup. En matière de santé, l'addiction des jeunes à l'alcool et aux autres drogues est plus élevée en France qu'ailleurs en Europe. Supérieure de 10 points pour l'alcool, elle double pour un cannabis qui est en plus toujours plus dangereux et d'autres drogues, alors même que la France est un des pays les plus prohibitifs et des plus répressifs en la matière. Or, face à ce fléau sanitaire qui se double de celui occasionné par le trafic de drogue, la Cour conclut, je la cite, que la réponse sanitaire et médico-sociale se révèle insuffisante par manque de volontarisme et par défaut de ciblage des jeunes. Pourtant, le gouvernement ne donne comme solution que de s'abstraire de l'état de droit pour promouvoir des lois sécuritaires et liberticides et en plus inefficaces. Mais sur la consommation, sur le soin et la prise en charge des victimes de l'addiction, qui devrait être au cœur d'une politique sur les stupéfiants, ne serait-ce que pour réduire la demande, rien n'est fait. Il s'agirait, je pense, de s'inspirer davantage des exemples qui fonctionnent, comme le Canada ou le Portugal. En matière de formation, certes, le nombre d'apprentis a plus que doublé depuis 2017, en passant de 429 000 à 1 million d'apprentis. Je rappelle toutefois qu'il y a toujours 17,2% de taux de chômage chez les jeunes, soit 2,4 fois plus que celui de l'ensemble des actifs.
Je rappelle également que l'INSEE calcule qu'avant l'entrée dans l'enseignement supérieur, les apprentis viennent de milieux sociaux plus favorisés que les lycéens professionnels. Cette politique du tout apprentissage est donc là aussi un échec. Chers collègues, ce gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, est en sursis. Il envisage de déroger à ses propres restrictions budgétaires pour l'armement, mais pas pour l'environnement. L'avenir de la jeunesse et donc du monde auquel nous entendons participer, est-ce la mise en compétition de blocs économico-politiques qui continuent à être assujettis aux intérêts des États-Unis et de son industrie militaire? Est-ce le legs d'une dette écologique rendue irréversible par la course à l'armement si elle se confirmait? Ou bien plutôt, est-ce la bifurcation écologique et le non-alignement? Les jeunes représentent un tiers de la population française. Ce gouvernement les laisse trop seuls face au chômage, à la maladie, aux inégalités sociales, à la précarité et même à la faim, car il est malheureusement documenté que de plus en plus d'entre eux, y compris étudiants et jeunes travailleurs, utilisent aujourd'hui les associations humanitaires pour espérer manger. Et lorsqu'ils seront devenus adultes, ils devront faire face à l'héritage climatique de notre inaction mortifère. Il faut que tout cela cesse. Merci.